Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc. Jeudi, en ouverture, les chiffres pour le nombre de demandeurs d'asile qui se font traiter des dossiers au Québec. Il y en a beaucoup, plus de 4000 seulement pour le mois de juillet. Ça va manger des chiens, ça, ce monde-là. Non, mais c'est-tu incroyable quand même de dire ça, Emmanuel? Ah non, je sais, moi, on a fait attention à la maison, là. Hier, après le débat, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, Minou, tu fais attention aux chiens, tu t'assures que la cour est clôturée, puis on allume les caméras de surveillance, hein, on sait jamais. Mais c'est d'un racisme, là. Tu sais, c'est comme, ça sollicite les pires préjugés qu'il peut avoir à l'égard de la communauté haïtienne. Il manque juste, là, de mélanger ça avec une séance de voodoo dans le bois, là. Je veux dire, c'est tellement horrible d'être allé là. Puis ce qui me scie les jambes, c'est une chose que la rumeur existe sur les médias sociaux. C'est une autre chose que J.D. Vance, le colistier de M. Trump, fasse ses choux gras avec ça dans un moment envolé, dans un rassemblement politique. Mais entre-temps, la nouvelle est démentie, mais lui, il est allé plus loin. C'est comme, il s'en est servi comme si ça allait vraiment appuyer son propos et que ça allait vraiment mettre Mme Harris dans l'embarras. Tu sais, et je pense que ça illustre à merveille ce qu'il y a de plus inutile, pour utiliser un langage d'analyse politique, dans la stratégie de M. Trump hier. Parce que mais il n'y en avait pas. Tu fais un débat. Il n'y en avait pas de stratégie. Ben non. Mais moi, je pense qu'il y en avait une puis qu'il l'a oubliée. La stratégie, c'était supposé d'être de parler d'immigration, de parler d'économie, puis d'aller rassurer la petite tranche de l'électorat qui est encore indécis, puis qu'il faut juste garder puis amener dans ta colonne pour gagner l'élection. Marc-André, ce qu'il fallait pas faire, c'était parler à ses partisans. Marc, je m'ennuie quasiment de l'époque où on disait les immigrants vont voler vos jobs. Il me semble que c'était moins affreux qu'ils vont manger vos chiens. On est rendu là. Non, c'est ça, c'était plus ça. C'est une couche sous, là. Non, totalement, Richard, tu as raison. Mais le problème, c'est que, pour faire du pouce, Emmanuel, ce que tu viens de dire, c'est que quand tu regardes des sondages, au-delà des votes dans les États clés, puis au niveau national, c'est quand tu regardes des enjeux, l'avantage de M. Trump, c'est que lorsqu'on demande qui est la meilleure personne placée pour gérer l'immigration, et ça, M. Trump est largement avantage. C'est qu'il a pris son enjeu numéro 1, qui peut l'aider si on parle de contenu au lieu du contenant, puis il l'a mis à la poubelle en faisant cette déclaration-là, puis en s'acharnant sur ce point-là. Moi, c'est ça qui me dépasse. Et moi, je ne suis pas convaincu que M. Trump avait une grande stratégie. Et on le sait, il n'a pas fait de pratique, il n'y avait pas de stratégie, ça paraissait. Et là, il a pris l'enjeu qui aurait pu l'aider dans les prochaines semaines. Et durant le débat, il l'a mis aux poubelles. Puis il n'a pas posé d'occasion, justement, pour remettre sur le nez à Mme Harris par rapport à le fait qu'elle était en charge du dossier au début du mandat comme vice-présidente. Puis elle n'a pas fait grand-chose. Puis elle n'a pas réussi à gérer le dossier malgré de belles promesses. Mais là, il l'a pris. Là, il est allé dans une exagération, répéter des choses qui sont fausses. Puis là, aujourd'hui, c'est ça qu'on retient. Il fait manquer, je pense, beaucoup de fondité évidemment là-dessus. Je prends la balle au bon, Marc-André. Emmanuel, tu sais, par exemple, sur le débat sur l'avortement, il aurait pu l'amener de façon plus intelligente, mais là, il dit, sous les démocrates, non seulement les femmes pouvaient avorter 1 minute avant d'accoucher, ce qui est totalement fou en passant, mais elles pouvaient accoucher. Et là, le médecin pouvait tuer en demandant à la femme, est-ce que vous voulez votre bébé ou pas? Puis si la femme a dit non, je veux pas le bébé, il tirait une balle dans la tête. Ça fait des mois que les républicains répètent ça, hein, qu'il y a des États où on peut avorter un bébé naissant. Okay? Donc, ça s'appelle un infanticide. Hein, on est d'accord? Mais c'est encore là, il y a une différence parce que sur l'avortement, M. Trump ne pouvait pas gagner. OK? Pour l'avortement, son seul but, c'était de neutraliser l'enjeu. T'sais, pour tous les candidats, il y a des enjeux qui sont vraiment une faiblesse. Ton but, c'est pas de gagner, là. Ton but, c'est passer un autre appel puis sortir pas trop écorché. C'était en début de débat, il aurait pu faire oublier ce moment-là. Puis la façon de le faire, il était lancé sur cette ligne-là. C'est de dire, écoutez,
dans la vision du partage des pouvoirs aux États-Unis, dans mon esprit, et ce que j'ai toujours défendu, c'est que c'est aux États de décider. Merci, bonsoir, c'est ce que c'est maintenant, nous n'irons pas plus loin. Mais là, il va encore plus loin, parce qu'on lui parle de son policier qui a évoqué un veto sur le fait de bannir l'avortement. Donc, cette administration n'imposerait pas de veto n'imposerait pas une interdiction pan-américaine d'avortement. C'est une perche pour lui là, de clarifier ça. Il dit « Ah, ça, je ne suis pas décidé, je ne sais pas encore. » Puis là, il va, puis il plonge tête première dans les pires ragots et délires de la droite religieuse là-dessus. Je veux dire, c'est comme si tu mettais un cocaïnomane devant des lignes de coke. Il était pas capable de s'en empêcher. C'est comme s'il a perdu toute forme de discipline intellectuelle, alors que c'est tous des enjeux où, objectivement, quelqu'un qui a fait 7 débats présidentiels, là, tu le vois venir, le train, là. Ben oui. C'est pas difficile d'éviter de te mettre dans le trouble là-dedans, là. Mais j'imagine. Marc-André, ça se peut-tu qu'ils se disent c'est payant de dire des grossièretés comme ça. Les gens, ma gang, ma base, s'attendent à ça. Et plus j'en dis, plus ils sont contents, plus ils vont m'appuyer. Ça se peut-tu, ça? Ben, c'est clair oui, ça se peut, Richard. C'est sûr que en agissant comme ça, il parle à sa base. Il est prêt de faire une stratégie pour dire, je vais grossir ma tente. Là, je veux dire, parce que vraiment, un parti politique, ce que tu veux faire dans un débat, c'est de dire, j'ai ma base, je la réconforte, puis je veux grandir la famille, puis avoir de plus de gens dans mon magasin pour remporter l'élection. Mais présentement, vraiment, il parle à cette base-là, mais il n'est pas capable. C'est pour ça que moi, je dis qu'il y avait une absence de plan, parce qu'il n'était pas capable de rester dans un carré de sable. Il sort toujours de ce carré de sable-là. Mais si l'individu est fait comme ça, fait que même tu vas avoir 150 conseillers qui disent « Monsieur Trump, vous allez rester là-dedans, puis l'immigration, vous allez dire ABCD, puis sur l'avortement, vous allez dire ABCD, puis sur les autres choses, vous allez dire ABCD. » Mais quand Mme Harris lui parle de ses foules, ben là, il embarque là-dedans, puis il nous passe 2 minutes sur ses foules, puis ses foules sont plus grosses. Mais on s'en fout de tes foules, Donald. Parle d'autres choses, mais il a embarqué dans tous les pièges que Mme Harris, je pense que c'est là-dessus qu'il a perdu. Il y a déjà... C'est que tous les pièges, il embarquait là-dedans. Mais en tout cas, pour reprendre l'image du cocaïnomane, il ressemblait à Al Pacino en fin de Scarface, là, avec une montagne de coke puis 2 pailles dans le nez. C'est comme... C'est fourré. Puis il faut le dire, là, M. Trump, il a déjà été discipliné, puis il a déjà été efficace en débat. Il l'était contre Hillary Clinton en 2016, là. Mais c'est comme s'il savait que c'était une femme brillante. Il y avait une forme de respect pour son intelligence. Fait que, OK, elle, il faut que je me prépare parce que, c'est une adversaire de taille. Je pense qu'il a été rattrapé par son arrogance, sa vanité, à s'imaginer que Kamala Harris, elle s'est ramassée comme vice-présidente des États-Unis puis que c'est une cruche, tu sais. Ben, il l'a vu, là, c'est pas une cruche puis elle est capable de se défendre. Marc-André, alors, Pierre Poilievre entre dans découdre. Il dit qu'il va faire tomber le gouvernement le plus tôt possible dès qu'il en a la chance. Qu'est-ce que tu en penses? Ben là, c'est ça. Là, Richard, c'est clair. Là. Dès qu'il va arriver la première journée d'opposition, on attend toujours la date, il va déposer cette motion-là. Hier, ce matin, M. Poilievre a mis beaucoup de pression là, sur le Bloc, sur le NPD, et ça va être très intéressant les prochains jours, Richard, parce que comment ils vont se comporter? M. Blanchet, M. Singh, là, on nous dit chaque vote compte, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir aller marchander? Et ça va être extrêmement difficile pour Justin Trudeau de donner quelque chose au Bloc québécois. Là. Et lorsque tu regardes Danielle Smith dans l'Ouest, première ministre de l'Alberta, elle a dit « M. Trudeau ne peut pas faire ça, ne peut pas donner de quoi aux méchants séparatistes. » Fait que là, c'est parti. Là. Fait que moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que M. Blanchet, une longue liste d'épiceries, nous dit qu'il veut faire des gains pour le Québec, mais il est prêt à marchander. Mais moi, je suis convaincu que de marchander avec Justin Trudeau, de lui permettre de vivre plus longtemps comme premier ministre, ça a un coût pour le Bloc québécois. Parce que c'est une chose pour le Bloc de voter sur un projet de loi que personne n'a entendu parler, puis de voter en faveur du gouvernement, mais de permettre à Justin Trudeau de rester comme premier ministre, pour le Bloc québécois, sont mieux de faire des fichus gains, mais avec toute la pression que M. Poilievre met, ben ça va prendre vraiment un coup de circuit pour vraiment
Regardez M. Trudeau. Emmanuel, les indépendantistes québécois adorent Justin Trudeau parce que son multiculturalisme, ses politiques migratoires, etc., ça nourrit leur mouvement. Voyons donc, c'est super bon. Ils veulent Poilievre qui est moins centralisateur, etc. Ils veulent que Trudeau reste là parce que c'est bon pour les séparatistes. C'est un peu l'argument de Pierre Poilievre, en vérité. C'est de dire, à un moment donné, de voter pour le Bloc et d'appuyer le Bloc, ça a des conséquences. Puis c'est pas seulement de dire « Ah, le Bloc, ça défend les intérêts du Québec ». Les conséquences, c'est que le Bloc finit par faire partie du pilier qui appuie la survie du gouvernement Trudeau, la survie du gouvernement le plus centralisateur, le plus etc. Monsieur Blanchet, lui, essaie de sortir de ça en disant « Moi, je vais marchander seulement si j'ai des gains ». Mais le problème, c'est que plus il faut attendre avant le moment où ces votes de confiance-là vont arriver, plus ça donne du temps à M. Poilievre de marteler cette idée-là, que le Bloc est complice du pouvoir de Justin Trudeau, est complice de ce gouvernement-là qui est de plus en plus rejeté. Et moi, je crains pour le Bloc que plus en plus, ça va devenir périlleux. À l'inverse, ça radicalise le Bloc, parce que plus la pression est forte, plus les demandes du Bloc sont élevées. Plus les demandes du Bloc sont élevées, plus c'est impossible pour Justin Trudeau d'y répondre. Moi, je pense que cette espèce de tango fait en sorte que la balance penche de plus en plus vers une possible élection vers la fin de l'automne. Mais moi, j'ai hâte de voir si les libéraux sont assez allumés pour faire la passe, ce que moi, on va appeler dorénavant dans nos petites chroniques, la passe du calendrier. La passe du calendrier. Bon, vas-y. On va appeler ça la passe du calendrier. C'est Paul Martin l'a fait. Stephen Harper l'a fait. C'est que les journées d'opposition, là, c'est pas comme à Québec, tu sais, où à chaque 2 vendredis du mois, t'as, tu sais, l'opposition peut questionner un ministre ou que t'as la motion. C'est pas établi dans le calendrier. C'est le gouvernement qui doit donner des journées d'opposition à chaque parti. Il n'y a rien qui empêche le gouvernement de céduler ces journées-là, le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5 décembre. Tu sais, je veux dire, M. Martin l'a déjà fait pour assurer sa survie en des temps difficiles. M. Harper aussi. Alors, à un moment donné, si les libéraux sentent que la pression est vraiment forte, là, ils ne sont pas prêts à partir en élection. Est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Moi, je pense que si ton but, c'est de survivre, c'est peut-être une bonne idée, parce que plus tu retardes, plus tu l'amènes fin novembre, début décembre, plus tu tombes dans le problème du calendrier d'une élection dans le temps de Noël. Et Marc-André, s'il y a un vote de non-confiance contre le gouvernement, le NPD va se coller contre Trudeau ou pas? Ben, M. Singh nous dit qu'il va évaluer chacun des votes, mais là, il va demander quoi? Parce que là, M. Singh, lui, il avait une liste de demandes dans son mariage en 2022. Dans la liste, il ne reste plus grand-chose. Là, il déchire l'entente. Fait que, il va arriver avec une nouvelle demande. Là. Clairement, il va arriver ça pour marchander, pour essayer de gagner quelque chose. Mais je suis d'accord avec Emmanuel, tout dépendamment du moment où ce premier vote-là va arriver, c'est ça qui va dicter un peu qu'est-ce qu'ils peuvent marchander. Mais M. Singh, s'il appuie Justin Trudeau, lui, ça va faire encore plus mal parce que lui, il dit « Moi, je déchire, j'ai plus confiance. » À la première occasion, il l'appuie. C'est pour ça que tout le monde est pris un peu là, avec leur déclaration actuelle et leur déclaration à venir. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Merci. Bonne journée. Très bien, au revoir.